Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français, à ne pas confondre avec la chaîne des arts martiaux traditionnels français, que Superfab vient de mettre en ligne avec sa première vidéo très récente, et je vous conseille d'y aller à ce sujet. Aujourd'hui je vous propose un format tout nouveau, où même moi je suis un peu en train d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est une forme de streaming mais pas streaming, alors pour parler en bon français c'est une forme de direct mais pas en direct. Ce qui me permettra de corriger les bêtises que je peux dire. Et on va donc parler d'un sujet où on va dire 99% des gens n'en ont strictement rien à faire, mais qui moi a suscité ma curiosité et mon interrogation. Et en fait je vais vous raconter un petit peu d'où vient cette histoire. Alors en fait tout commence par le fait d'un copain qui m'appelle en me disant j'ai trouvé 2 morceaux de ferraille dans le toit de la vieille grange que je suis en train de retaper. Si ça t'intéresse tu peux venir parce que sinon ça va finir à la poubelle. Alors qu'est-ce que je fais, ni une ni deux, après le boulot j'y vais hein. Et effectivement je tombe face à 2 belles pièces fortement attaquées par la rouille, oui et non, disons qu'il y avait une bonne couche de rouille dessus, mais l'intégrité même des lames n'était pas mise en danger. Et alors la première lame c'était un sabre briquet que j'ai vu à peu près à quoi ça pouvait correspondre, et c'était effectivement donc un modèle d'officier. Très belle, vraiment elle est très très belle, hein. Je vous montrerai ça en vidéo à l'occasion. Et ensuite une autre lame que je ne connaissais pas et que j'ai de prime abord considéré que c'était une épée de cour. C'est-à-dire donc une épée d'estoc. Mais il y a des choses qui m'interrogeaient, hein, mais bon, étant donné que je ne suis pas expert dans le domaine, j'ai laissé pisser. J'ai donc fait en sorte de stopper la rouille par des procédés modernes, et à l'occasion de ma rencontre avec Superfab, nous avons passé une journée à parler et à tester toutes nos théories et à échanger nos savoirs. J'avais donc ramené cette lame droite, hein, et donc lui aussi il connaissait pas, il trouvait ça vraiment très intéressant parce qu'en fait effectivement elle était très pratique pour la pratique de l'estoc, mais il y a un tranchant et un contre-tranchant, ce qui laisse donc supposer qu'il y ait de la taille. Donc en posant un peu des questions parmi les connaissances que j'ai dans la Fédération des arts martiaux historiques européens, bon, ça n'avait pas suscité grand émoi. On m'avait dit bon c'est une épée de cour qui se manie comme une épée de cour, voilà, au final ça, tout le monde a laissé pisser. Mais pour moi il y avait des choses quand même qui m'interrogeaient. Et j'ai donc commencé à mener l'enquête et je me suis dirigé vers Gallica, parce qu'il y avait des choses pour savoir quoi, je cherchais. Et effectivement j'ai commencé à trouver, et plus ou moins par hasard. En fait au début je commençais ma recherche sur l'espadon. Et cette recherche m'a mené sur le demi-espadon. Et c'est donc sur ce mot, sur ce terme, demi-espadon, qu'on va faire quelques petites recherches et pour voir un peu qu'est-ce qu'en disent les auteurs du 19e. Donc on va commencer par rechercher le terme espadon en premier, qu'on va coupler avec le mot épée. Donc en fait dans les occurrences sortiront ou le mot épée ou le mot espadon, et on verra à peu près vers quoi ça nous mène. Et même, allez, on va être un peu plus joueur, on va affiner, on va mettre le mot demi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, notice de collection, épée jumelle, espadon, épée, demi-espadon. Ah, on a quelque chose qui ressort. Eh bien, on va ouvrir ça de suite. Donc que nous dit le monsieur? Alors là pour la source, hein, ouais, c'est affiché dans l'écran. Étude des armes, 3ème édition par le chevalier Xylander. Donc en descendant on voit demi-espadon, c'est une épée moins longue et plus étroite que l'espadon dont elle a la forme. Bon, et bien on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit à propos de l'espadon. On va chercher, et là on va chercher le mot espadon. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans beaucoup d'armées, les officiers sont armés d'épées à 2 arêtes, d'espadons ou de sabres, qui appartiennent à la 3ème espèce d'arme de main désignée ci-dessus. Alors c'est amusant parce que vous voyez, il y a une différence entre l'espadon et le sabre.
Alors en discutant beaucoup avec Julien Garry, il m'expliquait que souvent le sabre et l'espadon sont liés, hein, désignent la même chose. Enfin l'espadon ouais, c'est un mot fourre-tout, mais dans le mot du chevalier qui en parle, là, pour lui il fait une différence. Et il parle d'épée à deux arêtes. Et là, vous voyez, les deux épées, cette épée, ça correspond un petit peu à ce que j'ai trouvé, ce qu'on a trouvé pour moi. Et ça ne donne pas quand même la définition de l'espadon. Donc, alors, on continue la recherche. Page 115. Alors, armes d'estoc et de taille. Les armes destinées à frapper et du tranchant et de la pointe s'appellent l'espadon, sabre droit, sabre de cuirassier. Ok, les lames sont droites comme celles des épées, mais elles ont un tranchant et un dos. Alors c'est intéressant parce qu'on voit au passage, hein, on explique un peu la différence entre les sabres cambrés et les sabres à lame droite, et effectivement les sabres à lame droite sont plutôt utilisés pour la pointe plutôt que la taille, alors que les sabres cambrés, eux, sont plutôt destinés comme ils disent, à la cavalerie légère. Et ils ont besoin de sabres plus courbes pour pouvoir frapper d'estoc et de taille. Alors, bâtarde. Épée droite, sorte de demi-espadon. Donc, dans la vision du 19e, l'épée bâtarde, c'est une sorte de demi-espadon. Donc le demi-espadon, c'est quelque chose de bâtard aussi. Alors, c'est quand même... ça peut donner des pistes. Alors, on trouve une définition de l'espadon. On n'était pas très grand dans la suite et on augmenta les dimensions. On porta la longueur à 3 à 5 pieds, la longueur de 3 à 4 pouces et le poids de 3 à 5 livres. On voit qu'il y a quand même une sacrée expansion de l'arme. Et enfin, ils devinrent si grands qu'on ne peut plus les porter qu'à deux mains. De là, on les appelait épées à deux mains, Doppelfauster et Flamberge, parce que leur arme avait une forme ondoyante. Le quillon défendait suffisamment la main et elle était couverte en outre du gant de fer déjà décrit. Le quillon, la lame et la poignée étaient réunis en forme de croix. Ok, donc effectivement, alors l'espadon ça aurait été... alors j'avais regardé un petit peu d'où venait le mot espadon, ça vient de spadassin, hein, de spada, donc qui était l'épée, ou du moins l'arme, la spata, hein, la spata, spada, voilà, ça correspond à une arme, et donc le spadassin c'était le porteur de l'arme, et l'espadon venait donc de... c'est une dérivée de la spata. En fait c'est le poisson qu'on a appelé comme une épée, et c'est pas l'épée qu'on a appelé comme le poisson. Donc enfin dans cette première source qu'on a pu voir ensemble, là on s'aperçoit bon, déjà que le mot demi-espadon existe, ça désigne quelque chose. Apparemment ce serait une forme d'épée bâtarde qui peut tailler, pointer, apparemment on sait pas trop. On sait que l'espadon c'est quelque chose qui se manie à deux mains, et que le demi-espadon ça ressemble à l'espadon mais c'est plus petit. Donc on va aller voir une autre source si on trouve mieux. Alors, le grand dictionnaire universel du 19e siècle. On retrouve le terme de demi-espadon, mais cette fois avec un trait d'union. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la recherche, et je vais faire demi-espadon et épée. Alors, on retrouve donc les notices sur les collections. On retrouve donc le demi-espadon par le chevalier Xylander dans son étude des armes. On retombe sur donc, le dictionnaire 19e, on va aller voir. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, déjà, apparemment, Ah ouais, bon. Il y a beaucoup d'écriture. Alors, on va zoomer un peu. Est-ce qu'on peut zoomer? Où est-ce qu'il est le zoom là-dessus? Non, c'est pas ça. Yes. Zoom. C'était écrit. Allez, hop. Là. Ah, voilà qui est mieux. Espada. Mot espagnol qui signifie proprement épée. Vous voyez, on a tout en un. C'est génial, c'est merveilleux. Nom que l'on donne en Espagne au torero chargé de tuer le taureau. Ok. Ensuite, on continue. Espadon. De l'italien spadone. Augmentation de spada, épée.
Grand sabre usité au XVe siècle et dans les siècles suivants. Alors, escrime du sabre, prendre des leçons d'espadon, de demi-espadon, épée à lame droite et plate. Ah, et bien voyez, cette description correspond quand même un petit peu à l'objet que j'ai trouvé. Alors, encyclopédie. L'espadon se composait d'une lame droite, très longue et très large, tranchante des deux côtés, épaisse du milieu et taillée en biseau à la pointe. La poignée était assez longue pour y placer les deux mains et le pommeau était garni d'un pivot servant de point d'appui sur la cuirasse. C'est étonnant. L'espadon ne pouvait être employé qu'à pied. Il portait des coups terribles, mais il fallait une force extraordinaire pour en faire usage. Alors après, il parle du poisson. Au moins, on connaîtra tout sur le poisson. C'est génial. Espadonner. Du verbe. Ah, il y a même un verbe. Espadonner. Manier l'espadon, tirer l'espadon, frapper de toutes les manières, c'est-à-dire d'estoc, de taille, de revers et d'estramaçon. Ah, et voilà encore d'autres mots qui apparaissent. Figuratif, lutter, s'escrimer. L'avez-vous vu luttant contre Monsieur Salvandi? Espadonné autour de sa tête et de ses reins, lui faisant 1000 blessures. L'espadonneur, c'est celui qui tire l'espadon. Donc, bon, là, on peut pas dire, on peut pas faire et tirer une généralité de tout ça. Mais déjà, cette source est assez intéressante parce que on voit des mots qui apparaissent, estramaçon, par exemple. Le verbe espadonner, qui rappelle donc à l'espadon et à la spada. L'espadonneur, c'est celui qui tire l'espadon. Et sur cette source, pour le moment, on ne parle que d'une arme qui se manie à deux mains. Mais bon, ça nous apprend pas plus sur le demi-espadon, vous me direz. Et vous aurez raison. Donc, on va aller chercher encore autre chose. Tac. Alors, demi-espadon. Le dictionnaire des écoles... Oula. Études de la langue française. Eh, dis donc. Eh bien, allons voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? Bon, dès qu'il y a le mot demi dedans, bah, effectivement, il marque en jaune. Hein. Demi-espadon. Épée à lame plate et droite. Bon, super, tout ça pour ça. Allez, on quitte. Ça fait 2 fois qu'on retombe sur la même définition quand même. Alors, où il se passait les définitions entre eux, ou alors il y a quand même une... Le demi-espadon décrit quelque chose de très précis. Moi, je vous cache pas, je connais un peu la solution déjà. J'ai cherché ailleurs avant de faire cette mais j'aime bien faire cette enquête, essayer de voir un peu cette enquête, si ça peut, un format qui peut vous intéresser. Et continuer donc cette enquête sur le demi-espadon, un sujet dont 99% de la population se fiche éperdument, je vous le rappelle. Hein. Voilà, une autre source, dictionnaire de l'armée de terre, des recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes. Partie 15, c'est-à-dire là, on a encore 14 parties à chercher, moi je vous le dis. Hein. Et il parle du demi-espadon. Allons voir. Pouf. Mais j'aurais pas dû faire ça. Demi-tour. Eh, parce qu'après je perds le fil. Là. Hop, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Eh bien alors. Alors, c'est réellement de là que date l'opposition ou la distinction entre les mots épée et sabre. Intéressant. Celui-ci est resté sans nom bien déterminé, aux mains de la cavalerie. L'autre est passé dans l'infanterie, sous le nom d'épée d'officier et d'épée de soldat. On a cherché à caractériser par des noms maintenant oubliés tout à fait cette différence entre l'arme qui pique et celle qui tranche. Dans le sens du sabre, on a dit... J'arrive pas à lire le mot là. Baudelaire, c'est un nom de sabre, ok. Braquemar, ouais, on sait ce que ça désigne maintenant, le braquemar. Hein. Le briquet, le cangiar, hein, cimetière, ok. Clémore, clisse, coutal, damas, demi-espadon, épée à deux mains, espadon, épée à hautailler, estramaçon, c'est encore autre chose, falcaire, fauchon. Waouh, il y avait même des mots que je connaissais pas du tout. Même je crois que je connaissais pas cette source. Et yatagan. Alors yatagan, c'est ce qui donnera la baïonnette, pour info, la baïonnette du Chassepot modèle 1866.
On retravaillera ça plus tard. Ce sont les variétés d'un terme dont on peut aujourd'hui regarder sabre comme le générique, mais dont il n'est pas d'antiquaire qui osa entreprendre des définitions de détail. Blablabla. Pas plus d'occurrence sur le demi-espadon, mais le demi-espadon ressort ici. Intéressant. On va quand même essayer de faire une recherche plus poussée du demi-espadon. Dans le livre. Bon, manifestement, il y a pas, ça casse pas trop pattes à un canard. Ouais, on retombe sur la liste qu'on vient de lire à l'instant. Ah! Qu'est-ce qu'il nous dit à la page 4761? Ça, c'est du bouquin. 4000 pages. Ah, alors. Les maîtres d'espadron et de contrepointe. Ok, donc il y a une distinction entre la contrepointe et l'espadon. Et je vais faire une autre recherche. On va chercher le mot épée, tout simplement, et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Ou même, je dirais même mieux, épée et officier. Parce qu'apparemment, ce seraient les officiers qui portaient le genre de lame qui a été trouvé. Et on va voir si on trouve quelque chose qui s'y en rapproche. Une description un peu plus qui correspondrait à ce que je possède. Bon, il n'y a rien qui me saute aux yeux, ça ne brûle pas la rétine. On va aller voir une autre source. Et on continue notre recherche. Ah, lien suivant. L'encyclopédie militaire et maritime. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Demi-lune, demi-guêtre, demi-espadon, il est là. Épée à lame plate et droite. Super. Bon. Bon, oui, on sait que c'est une épée à lame plate et droite. Et que c'est pas courbé. Donc ça pourrait ressembler à une latte de cavalerie, mais en tout cas, clairement pas à un sabre à courbure, on va dire. Donc on peut différencier déjà, d'un premier abord, le demi-espadon n'est pas un sabre, mais il y aurait deux tranchants, donc il taille, il peut pointer. Ce seraient les officiers qui le porteraient. On est dans quelque chose d'assez... qui commence à se... L'angle de recherche se resserre, et on pourrait même dire que c'est une diminution de l'espadon tel qu'ils le considèrent eux à l'époque et dans les sources que je trouve. Donc l'espadon épée à deux mains à deux tranchants, demi-espadon, lame à une main plate et droite avec deux tranchants aussi. Alors, poursuivons la recherche. Ah, dictionnaire universel par Maurice Lachâtre en 1869. Voyons voir ce qu'il nous dit. Demi-espadon, épée à lame plate et droite. Ok. Ils se refilent tous la même, définition et ils vont pas chercher plus loin. Donc on va aller voir quand même espadon. Qu'est-ce qu'il en dit, le monsieur? Il y en a de courtes, de plates, de longues, et une à deux mains. Ces dernières qui servaient aux hommes de guerre des siècles précédents se nomment espadons et sont très pesantes. Ok. Bon, il n'y a rien de transcendant. Mais c'est dans la définition d'épée. Et pas de sabre. Et si on va chercher un sabre, ah, contrepointe. Oh, intéressant. De quoi on parle là? On va zoomer. Contrepointe, partie tranchante du dos de la lame d'un sabre. Partie de l'escrime qui enseigne le maniement du sabre. Ok, donc là on a un lien entre le sabre et la contrepointe. Et la contrepointe n'est pas forcément... donc qu'est-ce qu'on avait vu? On peut faire de la contrepointe ou du demi-espadon. Oh, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a des différences qui se font entre la contrepointe, l'escrime de pointe, et aussi la taille qu'on peut trouver avec l'espadon et le demi-espadon, apparemment. Mais on va aller voir une autre source, peut-être un peu plus précise. Ah, fourniture et confection d'habits. Ah ouais, d'accord, voilà, on est sur un registre. Corps des gardiens de la paix. Ah, amusant.
On est en 1829. Donc les gars, ils portent des épées demi-espadon pour équipement. Ok. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos. Non. Voilà, les définitions de lame plate à droite et droite. Bon, ça ressort à chaque fois. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir. Alors, on ferme ça. Alors apparemment c'est les mémoires d'un page. Ok, donc c'est une autobiographie. En effet, notre sergent seul avait conservé son sabre épée. Amusant ça, sabre épée. C'est la première fois que je vois ce terme lié en même temps. Nommé demi-espadon. Ça c'est encore plus intéressant parce qu'on peut partir en théorie du complot vraiment, vraiment amusante. Un sabre épée qui permet donc de tailler et de pointer en même temps. Que les maîtres d'armes et leurs prévôts portaient à cette époque, par privilège et contrairement au règlement militaire. Oui, parce qu'en fait, je vous dis quand même un petit peu la solution, parce que je connais un petit peu, j'ai un peu potassé le sujet. Ce qu'on appelle le demi-espadon, on le retrouve au niveau réglementaire chez les officiers français à peu près entre 1780 et 1816. Mais il n'y a que les officiers qui peuvent le porter normalement. Mais n'empêche, on en vient quand même à trouver quelque chose quand même assez intéressant au niveau de l'idée donc on peut comprendre le maniement de l'arme qui a été trouvée dans cette grange. C'est qu'on est sur une chose qui taille et qui pointe. Je l'ai identifié, je vais passer beaucoup de recherches. Et effectivement, son nom, c'est ce qu'on appelle une épée à la française. Donc là, quand je vais chercher à épée à la française, et bien en fait, voilà, on va voir les images. C'est exactement ça qui a été trouvé. Et c'est pas une épée de cour. Parce que l'épée de cour, c'est ce qu'on appelle une lame, enfin c'est une trilame. Elle a une forme de... On peut pas tailler avec, on peut que jouer de la pointe, mais on peut pas faire de taille. Tandis que là, on est vraiment face à une lame qui peut tailler, mais c'est pas génial pour tailler. Et en fait, de ce que j'en ai trouvé dans certains, c'est chez les Anglais notamment, parce qu'ils appellent cette arme la spadron, c'est que c'est pas génial pour tailler, c'est pas mieux pour la pointe. En fait, c'est une arme bâtarde, et elle porte bien son nom au final, qui a essayé de rejoindre les deux avantages de la taille et de l'estoc, mais qui n'a pas réussi. C'est une arme échec, on va dire, d'après ce que j'en ai lu. On peut pas vraiment bien tailler avec parce qu'elle est beaucoup trop flexible pour garder la légèreté, et pour pointer elle apporte pas plus qu'une épée de pointe pour pointer, et donc c'est pour ça qu'elle aurait été abandonnée à partir de 1816. Mais les Anglais l'appellent aussi, dans certains termes, ils appellent ça une épée à la française, et effectivement c'est ce qui ressort souvent. On va poursuivre un petit peu la recherche sur Gallica. On retombe toujours quand même sur les mêmes trucs. L'espadon se manie à deux mains. Il y a le demi-espadon. Mais là, on va aller voir ça. Allez, hop. Allez, on va aller voir ça. Voilà, espadon. Large épée, tenue à deux mains. Espadonner, se servir de l'espadon. Demi-espadon. Voilà, donc on retombe toujours sur les mêmes choses. L'estoc, c'est une ancienne épée. Ouais, c'est amusant. Estocade. Grand coup d'épée. Estocader. Porter des estocades. L'estramaçon, vous vous souvenez de ce terme qu'on avait vu passer? Ah ouais, voilà. Apparemment c'est assez proche, c'est un synonyme de l'espadon, l'estramaçon. Pour y avoir des recherches intéressantes. Bon, enfin voilà. Tout ça pour faire... pour donner un petit peu mon avis sur ce sujet. Où on a... Souvent, hein, j'entends les gens... Enfin, pas les gens, mais on va dire, il est admis généralement que les épées de cour sont toutes les mêmes, elles sont toutes faites pour faire la même chose. Et bien moi je soutiens que non en fait, et que l'épée de cour, c'est un terme particulièrement récent. Je crois que le premier moment où je commence à voir le terme apparaître, c'est fin 19e. Mais quand je suis allé chercher un peu plus loin au niveau des sources, l'épée de cour, le mot n'existe pas, enfin, l'expression, je le trouve jamais. Ah, on va aller voir ça. Et qu'il y a eu une tentative de lier l'épée d'estoc avec le sabre, qui lui est 99% utilisé pour la taille, et c'est donc cette épée dite à la française, avec des termes très précis,
qu'on peut retrouver dans une revue, je vais vous lire ça de suite. Alors cette revue s'appelle Soldat, qui est donc une revue spécialisée sur l'uniformologie, et donc là dans le numéro 17 du juillet-octobre 2020, donc c'est très récent, hein, on peut lire dans les effets décrits pour l'uniforme des officiers en 1812, eh bien on apprend donc un peu plus sur l'armement. Et l'épée d'officier d'infanterie, il possède une lame dite à demi-espadon, terminée en langue de carpe. Sa monture est en bronze doré, son pommeau en forme de casque, et c'est exactement ce que j'ai sur le modèle qui a été trouvé, possède une fusée en filigrane, une pièce de garde sans pas d'âne à double quillon. La branche s'ajuste au pommeau par un crochet, et la garde est en forme de cœur et se termine en fourche légèrement recourbée à l'avant. C'est exactement ce que j'ai. Donc, cette histoire de demi-espadon, c'est pas du chiquet, c'est pas une vision de l'esprit. Et alors la source de tout ça, hein, vous allez voir donc dans le livre Les uniformes de l'armée française par Lucien Rousselot, qui est un petit, je me suis renseigné sur le bonhomme, c'est pas n'importe qui sur le sujet. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah, voilà une nouvelle source, je reprendrai mon propos plus tard. Leçon orale de clinique chirurgicale, ça c'est le top ça. Alors ici se retrouvent la plupart des armes dont nous avons parlé dans la dernière section, quand celles-ci n'agissent que par leurs tranchants, mais ici se trouvent en outre des armes spécialement pourvues de pointes et de tranchants, telles sont l'épée, la baïonnette, le poignard, l'espadon, ou large épée à pointe, à tranchants latéraux et à arêtes sur les faces, en usage dans la grosse cavalerie. Donc ça je pense qu'il parle de la latte. Et le demi-espadon, la flèche à pointe et à tranchants latéraux. Non, la flèche c'est autre chose. Ouais, il devait utiliser des flèches encore. Hein. Donc une fois de plus, on voit que le demi-espadon c'est un terme très spécifique. C'est pas un sabre, c'est pas une épée, c'est un demi-espadon. Bon voilà, on va pas faire plus long, hein. C'est un premier essai. Si ça vous a plu, ce genre de petit format vidéo, on verra pour... et que vous aimeriez faire des recherches, où on puisse faire des recherches ensemble, dans ce style-là, vous pouvez me contacter par message, me dites voilà, j'aimerais bien que tu fasses une recherche sur tel mot ou telle expression, et ça peut être amusant si ça vous plaît. Donc tout ça pour dire que le demi-espadon c'est pas une épée de cour, mais ce n'est pas non plus un sabre, c'est une épée réglementaire utilisée durant la période révolutionnaire et empire, enfin un peu avant la période révolutionnaire empire, qui s'arrête en 1816, elle est remplacée par l'épée modèle 1816, qui n'est plus un demi-espadon, et j'ai vu le modèle, c'est pas pareil. C'est une épée qui a été un échec technique, puisqu'elle n'a pas réussi à améliorer la taille et les stocks en même temps. Ça a dégradé l'un au profit pour garder les qualités de l'autre, mais au final on se retrouve avec une épée qui est bâtarde, qui, alors, à manier elle est vraiment très sympa, hein, parce que j'aime peu jouer avec, et c'est vraiment agréable. Je pense que ce serait une très très bonne arme de jeu, mais vraiment pas faite pour la guerre. Et c'était les conclusions qu'avaient fait les Anglais sur le sujet, ils l'auront abandonné aussi à peu près au même moment que les Français. Voilà, sur ce, bon confinement pour ceux qui y sont forcés, et à la prochaine pour une vidéo où vous sera plus axé sur la technique. Allez, à bientôt, ciao.